Mesdames et messieurs, nous allons accueillir tout de suite nos autres invités. Merci d'applaudir Edwige Chevrillon, s'il vous plaît. À ses côtés, Raymond Soubi, Pierre-André de Chalandard, Samuel Tual, le ministre Olivier Dussopt et Marie-Lise Léon qui viennent nous rejoindre. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Pierre-André de Chalandard, le président du conseil d'administration de Saint-Gobain, président de l'Institut de l'entreprise. Olivier Dussopt, notre ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Raymond Soubi, président du groupe Alixio. Samuel Tual, président d'Actual Leader Group et vice-président du MEDEF. Aux côtés d'Edwige Chevrillon. Ma chère Edwige, pour la première année sous la pluie au MEDEF, on a droit à un joli débat encore une fois. Un peu de silence, s'il vous plaît, dans l'Assemblée, pour pouvoir permettre à tout le monde d'assister à la rencontre d'Edwige Chevrillon, s'il vous plaît. À condition, ça y est, ça marche, c'est incroyable. Merci malgré beaucoup. la pluie, ça marche. Bonjour à tous, merci d'être là, bien à l'abri, j'espère pour vous. Mes intervenants, vous les connaissez tous, je crois. Nicolas vient de les présenter. Le sujet, est-ce que le travail a un avenir quand on rentre tous de vacances? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Juste une question, Marie-Lise Léon. C'est pas des négociations qui sont mal placées avec mon voisin de droite, avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, non? Non, non, absolument pas. Un petit accident de vacances. Donc, un accident de vacances, justement. Alors, la question est assez sérieuse, même si la manière, le libellé l'est un petit peu moins. Hashtag Bosphore, métro, boulot, mananthropo. Le travail a-t-il un avenir, l'avenir devant lui? C'est important de voir que ce n'était pas un avenir, mais l'avenir devant lui. Olivier Dussopt, d'abord, est-ce que vous, en tant que ministre du Travail, vous avez un avenir devant vous ou pas? Parce que s'il n'y a plus de travail, ben, il n'y a plus de ministre du Travail, non? Je pense que le premier objectif, c'est qu'il n'y ait plus de chômage, plutôt que de dire qu'il n'y ait plus de travail. Mais sur la question de l'avenir du travail et de savoir si le travail a un avenir, je pense qu'en réalité, c'est une question qui a été posée des dizaines de fois, qui est presque vieille comme le monde et qui dépend aussi beaucoup de l'évolution économique. À chaque fois qu'il y a une révolution technologique, à chaque fois qu'il y a eu des mouvements économiques importants, la question de l'avenir du travail s'est posée et a été posée de manière parfois un peu inquiète. Lorsqu'on va sous la révolution industrielle, du moteur, de l'invention du moteur à explosion jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par la robotisation et les algorithmes, c'est à chaque fois une inquiétude sur la fin du travail. Et on a même des penseurs du désastre, des Rifkin, des Susskind qui nous pronostiquent, qui nous annoncent la fin du travail. Sauf que le travail est toujours là, et que les visions malthusiennes, ludistes qu'on peut avoir parfois, se sont toujours heurtées à une réalité de besoin de travail. De besoin de travail comme mode de subsistance, comme émancipation, comme production de richesse et donc de souveraineté. Et donc la vraie question n'est pas de savoir si le travail a un avenir, mais comment il évolue. Et j'ai en tête par exemple les chiffres qu'on a pu tous regarder. Les chiffres de l'Institut Montaigne qui disent que grosso modo 75 à 80% des Français salariés se disent au moins plutôt heureux dans leur travail. Par contre, le véritable enseignement de cette étude, c'est que les mêmes, il y a 30 ans ou 90, étaient les 2/3 à dire que le travail représentait une chose extrêmement importante dans leur vie. Et aujourd'hui, seulement 25% considèrent que le travail est une chose très importante. Donc c'est la place du travail dans la vie, le sens du travail, sa valorisation, la manière dont on l'organise qui doit faire l'objet de discussions, plutôt que se poser la question de savoir si le travail va disparaître ou pas. Oui, Olivier Dussopt, mais il s'est passé quand même quelque chose. En mars 2020, il s'est passé l'épidémie, le Covid, qui a vraiment changé le rapport au travail. Cette question, ça ne serait pas posée en 2020. La question, je pense que la question se pose plus fort encore après le Covid qu'avant, parce que cela nous a bousculés tous. La société a été bousculée par le confinement, par les conséquences de l'épidémie, par l'épidémie elle-même. Mais la question se pose aussi parce que nous sommes dans un moment économique particulier. Lorsque nous étions pendant 30 ou 40 ans dans une situation de chômage de masse, où le ministère dont j'ai la charge aujourd'hui était avant tout le ministère de la lutte contre le chômage et de l'accès à l'emploi plus que le ministère du Travail, la question du sens du travail se posait moins. Et le Covid est venu comme un accélérateur. Lorsque nous avons organisé à l'automne dernier, au début du printemps, les assises du travail, c'était la question du sens du travail qui venait. Et ce qui est très frappant, c'est que dans les 17 recommandations
du rapport issu des assises, il y a finalement très peu de choses qui ont un caractère législatif ou réglementaire. Et beaucoup qui renvoient à l'organisation du travail, au dialogue de proximité, à l'implication. Il y a même des pistes qui sont évoquées, une qui fait parfois débat de manière assez cyclique sur la semaine de 4 jours, mais qui ne renvoie pas nécessairement à des dispositions réglementaires. Ça renvoie à des questions d'organisation au sein des entreprises pour celles qui le souhaitent et qui considèrent que ça peut être une bonne organisation. Mais je pense qu'il y a un double facteur, une double explication à ce débat sur le sens du travail, les conditions, la qualité de vie au travail et les valeurs que porte l'emploi que l'on occupe. C'est à la fois le Covid, évidemment, mais aussi le fait que nous sommes aujourd'hui à un moment de notre histoire économique où la marche vers le plein emploi autorise d'une certaine manière à poser ces questions. Et nous devons être encore plus vigilants parce que dans ces nouveaux questionnements, il peut y avoir aussi de nouveaux clivages. Le travail n'est pas le même pour tous. Et lorsqu'on part dans des réflexions sur le sens du travail, sur de nouvelles modalités d'organisation, on pense au télétravail, on pense au tiers-lieu, on pense au travail dans des sites différents, il faut garder en tête que tout le monde n'est pas directement concerné. Les 2/3 des salariés français, par leur activité, par la nature de leur activité, n'ont pas accès au télétravail. Et derrière cette différence-là, on peut créer aussi une forme de nouveau clivage, de nouvelles séparations. Mais justement, Olivier Dussopt, dans un instant, je vais passer la parole à Marie-Lise Léon. Vous avez tous les partenaires sociaux autour de cette table. Vous avez un grand patron sur votre droite, vous avez la leader de la CFDT, vous avez 2 autres patrons là. Est-ce que ça va changer dans les discussions, justement, que ça soit sur l'agenda social, que ça soit sur tous les... là où vous intervenez en tant que ministre du Travail ou le ministère du Travail, est-ce que cette donnée du changement du travail, est-ce que ça va modifier votre regard? Ou même plus que là Je crois que oui. Quand on parle de dialogue social, il y a une part du dialogue social, une part des sujets qui relèvent de l'initiative des partenaires sociaux. Nous avons tenu une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales à Matignon au mois de juillet. Et les partenaires sociaux, mais je laisserai les intéressés directement concernés l'évoquer, ont listé des sujets qui vont faire l'objet de débats et qui sont à l'initiative des partenaires sociaux et pour lesquels le gouvernement peut être intéressé mais n'a pas mot à dire sur le choix des sujets. Il y a d'autres sujets qui relèvent du Code du travail, sur le compte épargne temps universel, sur l'emploi des seniors qui renvoie à beaucoup de questionnements sur les conditions, la qualité de vie au travail et le fait de rester dans l'emploi, qui renvoie d'autres sujets enfin sur les parcours professionnels, les carrières, les reconversions. Et je suis convaincu que dans les discussions autour de ces futurs, je l'espère, accords interprofessionnels, cette question du sens du travail et la nouvelle place du travail dans la vie sera forcément intégrée dans les discussions des partenaires sociaux. Merci Olivier Dussopt. Marie-Lise Léon, vous, je crois que du reste, c'est la première fois que vous prenez la parole en tant que leader numéro 1 de la CFDT, parole officielle, hein, j'entends. Ça fait 2 mois que vous avez succédé à Laurent Berger, donc merci d'être avec nous. Merci. Même si vous êtes un petit peu handicapé, mais j'imagine que ça va pas La tête va très bien, je vous rassure. Voilà, la tête va très bien, ça j'en suis sûre. Vous partagez un peu le même constat qu'Olivier Dussopt, pour une fois, vous êtes un peu d'accord sur la même ligne que lui? Alors, je ne sais pas si le pour une fois est nécessaire, mais merci de l'invitation, effectivement. Alors, j'ai pris mes fonctions le 21 juin et j'ai fait une prise de parole avec les militants CFDT. Donc, peut-être que parmi vous, il y en a qui s'y sont intéressés. Alors, pour revenir à la question et la façon dont Monsieur le ministre du Travail a répondu, effectivement, je pense que le travail a un avenir, mais que l'avenir devant lui, je suis un peu plus réservée, parce qu'en fait, tout va dépendre de la façon dont on est capable de regarder les changements qui s'opèrent et la façon dont on va être capable de rendre visible et de réellement donner à voir ce qu'est le travail tel qu'il est vécu et tel qu'il est accompli au quotidien, que ce soit dans le cadre des entreprises que des administrations, puisque la question du travail est aussi, bien entendu, présente dans les fonctions publiques. Si je dis ça, c'est qu'on a connu une période tout à fait exceptionnelle avec le Covid, et on a un petit peu tendance à considérer, malgré tout ce qu'on a pu dire, que c'était une parenthèse, et qu'on peut continuer de réfléchir comme on l'a fait précédemment. Or, je pense que je suis très intéressée de pouvoir discuter enfin de la question du travail et non de l'emploi.
On voit bien que, et du coup, parler du travail, ça veut dire se détacher des statistiques, se détacher des règles du Code du travail, et c'est vraiment aller sur le travail réel. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous et toutes capables de changer de lunettes et d'orienter notre regard sur un autre objet, qui est le travail, c'est-à-dire la façon dont sont accomplies les tâches, la façon dont les métiers sont mis en œuvre, comment les compétences sont activées, comment elles peuvent être régulièrement mises à jour, ou des changements de carrière nécessitent de pouvoir assurer des reconversions. Tout ça, c'est un spectre dont on parle malheureusement assez peu, parce que on a tendance la tendance globale était plutôt de dire on se réfère à des chiffres, on a une vision statistique et on a beaucoup de réflexes autour de que dit le Code du travail, que disent les conventions collectives. Or là, on est sur un tout autre sujet, un tout autre objet de ce qui se passe réellement au travail. Et je trouve extrêmement intéressant le travail a un avenir. La question du travail, je pense que toutes et tous ici, en tant que citoyens, quand vous êtes entre amis, en famille, et toi tu fais quoi dans la vie, c'est la question que vous entendez beaucoup. La question du « et toi, comment ça se passe dans ton travail dans l'entreprise ?» est une question qui apparaît beaucoup moins souvent. Donc je pense qu'on a un vrai sujet autour de la façon dont on met le coup de loupe sur les conditions de réalisation du travail, les soutiens, les difficultés, les éléments de coopération, les outils que l'on peut utiliser, le numérique. Voilà, c'est un ensemble de questions qui s'ouvrent devant nous et dont on a besoin de parler, parce que quand on parle des changements. Excusez-moi, je suis un peu longue, mais dernière idée. Ce qu'a révélé le confinement, notamment, et la période Covid, c'est le travail réel, les difficultés d'accomplissement du travail. Si je parlais des fonctions publiques, c'est que je pense notamment au personnel soignant qui était en première ligne. Si je pense aussi à cette période-là, c'est tout ce qu'on a appelé les travailleurs, et notamment les travailleuses de la deuxième ligne, c'est-à-dire tous ceux dont on s'est rendu compte que l'activité, que le travail en tant que tel, était indispensable pour la continuité de l'activité du pays, qui pour beaucoup d'entre elles continuent d'attendre la juste reconnaissance. Et donc, je ne sais pas si on pourra éventuellement débattre de grandes démissions ou pas. Oui, on y reviendra. Ce que dit le travail aujourd'hui, le fait que ce travail soit invisibilisé, c'est que je ne pense pas qu'il y ait de grandes démissions. Par contre, il y a une grande déception de la non-reconnaissance du travail. Vous avez dit juste un mot en conclusion. Pour préparer cette table ronde, j'ai écouté vos propos que vous aviez tenus à nos confrères de France Culture. Vous avez dit le travail, ce n'est pas une valeur, c'est un cadre, c'est juste un cadre. Je suis sûre qu'il y a des tas de gens ici qui ne sont pas d'accord avec vous. Ben oui, c'est bien, on va pouvoir en débattre. Très bien. Et je pense que c'est pas une valeur pour vous, le travail. Non, mais justement, et quand je dis qu'il faut qu'on puisse en parler réellement, ça veut dire qu'il faut poser les bonnes bases du débat. Et moi, je considère que ça n'est ni une valeur, ni un droit à la paresse. Je pense que c'est un cadre d'accomplissement, que c'est un cadre d'épanouissement des uns et des autres, des unes et des autres, et que du coup, les termes autour du travail ne se posent ni en termes de valeur, ni en termes de droit à la paresse. Intéressant. Raymond Soubi, vous avez écouté, j'imagine, avec attention. J'ai vu que vous tiquiez de temps en temps sur les propos de Marie-Lise Léon. Je voudrais d'abord que peut-être que vous dressiez un tableau. Vous êtes considéré comme un des meilleurs experts sociaux. Vaste mot. Est-ce que, pour vous, si on fait un constat, est-ce qu'il y a un problème vis-à-vis du travail? Marie-Lise Léon disait qu'il n'y a pas de grande démission. Mais il y a une grande déception. Comment est-ce que vous analysez ce qui se passe aujourd'hui? Et après, on verra comment c'est dans les grandes entreprises et les petites entreprises. Oui. D'abord, j'entends quelquefois parler de la fin du travail. Or, c'est absurde. Il n'y a pas et il n'y aura pas de fin du travail, parce que le travail est un élément de nos vies, l'a toujours été et continuera à l'être. Qu'ensuite, le travail est nécessaire à la survie économique, donc à la survie de nous tous. Et enfin, sans le travail, quoi qu'on en passe, on risque de s'ennuyer beaucoup aussi. Donc, je pense qu'on ne va pas vers la disparition du travail. En fait, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'il s'est passé ce qu'un auteur bien connu a appelé la cristallisation de l'amour, pour l'amour.
C'est-à-dire qu'il y avait une série de dominantes, de changements dans l'opinion, dans les comportements, et qui n'étaient pas venus vraiment de manière très concrète à l'esprit. Et pendant le confinement, comme on avait du temps, on a réfléchi. On a réfléchi en soi-même et on a pris conscience d'un certain nombre de phénomènes et d'un certain nombre de souhaits personnels dont on n'avait pas forcément conscience avant. Alors, je crois qu'en vérité, le problème du travail aujourd'hui, c'est le bon vieux sujet du sens au travail. Du sens au travail. Alors, interrogeons-nous d'abord sur le sens du sens au travail. Qu'est-ce que ça veut dire, le sens au travail? Ça renvoie à plusieurs notions, le sens au travail. Le sens au travail, c'est le rapport à la manière dont le travail est exercé. Plus communément, les conditions de travail. Il y a toujours eu des problèmes de conditions de travail, il y en a toujours, et je crains qu'il y en ait encore pendant un certain temps. Ça, c'est le premier sens. Il y a un deuxième sens, plus profond, qui est de se dire, le travail que j'accomplis, est-ce qu'il est utile à la collectivité? Est-ce qu'il est utile à mes contemporains? Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? De quelque chose de valable, de quelque chose de sérieux. Et puis, il y a le troisième sens du beau sens, qui est, au fond, ce que je fais, et donc ce que fait mon entreprise. Est-ce que c'est dans le sens du temps? Est-ce que c'est bien au sens de l'éthique? Est-ce que ce que fait mon entreprise est bien ou non? Et puis il y a le dernier point qui est, est-ce que toutes les heures que je passe dans mon entreprise ou en télétravail, ça a un sens pour moi. C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie de l'équilibre de ma vie et ça la conditionne? Ça a un sens pour moi, est-ce que c'est un moyen de préparer mon avenir? Et je crois que, en fait, c'est sur toutes ces questions qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés, ou de non-salariés d'ailleurs, se posent des questions. Et il y a des réponses différentes, naturellement, on va y venir. Ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit qu'il y a des pays comme les États-Unis, où il y a eu la grande démission, comme ils disent, et donc des départs massifs de l'emploi, des emplois qui étaient occupés, qu'il n'y a pas eu en France du tout à ce même degré. Il y a eu des phénomènes d'endormissement au travail, pour quelques-uns, que je ne nommerai pas, bien, mais qui existent. Et puis, indépendamment de ça, il y a des gens qui ont dit, de toute manière, c'est pas comme ça que je vais passer toute ma vie, ou donc dois-je passer toute ma vie. Et puis ça renvoie à une question, et je termine là, rassurez-vous, cher Edwige, je ne vais pas... une question qui est, qu'est-ce que peut faire quand même mon entreprise, ou qu'est-ce que doit faire mon entreprise pour répondre à ces questions? Et justement, on va essayer de répondre à la question, trouver des solutions. Si vous permettez, je passe la parole à Pierre-André de Chalandard, donc patron d'une grande entreprise, Saint-Gobain, et président aussi de l'Institut d'entreprise. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, Pierre-André de Chalandard, vous me disiez, les entreprises, depuis la crise de la Covid 2020, on n'a pas retrouvé nos marques. On n'y voit pas clair. Il faut qu'on essaie de comprendre cette nouvelle relation quand même au travail. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Oh, c'est pas facile parce que je pense qu'on a effectivement on n'a pas trouvé nos marques. Si je prends juste l'exemple du télétravail, qui est juste cet exemple-là, on ne sait pas du tout encore quel est le point d'atterrissage. On n'a d'ailleurs pas le même que les Américains aujourd'hui, le point de départ, et on ne sait pas où on va. Non, je crois qu'il y a vraiment une révolution dans la manière dont les Français se perçoivent au travail. J'ai lu les mêmes études que le ministre qui donne quand même des chiffres impressionnants sur le fait que le travail est important ou pas. Et en fait, quand on regarde, il y a deux... Pour ceux qui n'ont pas forcément lu cette étude, 21% des gens considèrent... Bon, c'était la Fondation Jean Jaurès, mais je pense que c'est... 21% des gens
des Français en activité aujourd'hui considèrent le travail comme très important. Important, il y en a beaucoup plus, très important. Mais ils étaient 60% en 1990. Aujourd'hui, il y a 6 Français sur 10... Non, pardon, en 2008, il y avait 6 Français sur 10 qui étaient prêts à faire des sacrifices pour avoir une meilleure rémunération. Aujourd'hui, il y en a moins de 3 sur 10 qui sont prêts à le faire. Voilà. Il y a beaucoup d'explications. Je suis tout à fait aligné sur ce qu'a dit. Moi, j'avais 2 manières de voir le sens. Raymond Soubi en a 4, mais je suis complètement aligné. Je crois qu'il y a une autre ligne de force qui n'a pas été évoquée, qui est qu'il y a le besoin d'avoir, qui est très général, et ce n'est pas seulement les jeunes, c'est d'avoir un équilibre plus pérenne entre la vie privée, la vie personnelle et la vie professionnelle. Je prends juste un exemple. Un exemple, ma génération n'aurait jamais imaginé le congé de paternité. En 2003, quand ça a été créé les 11 jours, il y en a beaucoup qui n'osaient pas dire qu'ils allaient le prendre. Aujourd'hui, ça paraît, c'est une très bonne chose, c'est naturel. Un exemple, c'est juste un exemple, mais je crois qu'il y en a beaucoup. Donc il y a une aspiration à un équilibre des choses très différentes. Alors qu'est-ce que peuvent faire les entreprises? Qu'est-ce que doivent faire les entreprises? D'abord, elles ont besoin d'être attractives, donc elles ont besoin de comprendre, d'essayer de comprendre ça. Et après, je pense qu'il y a 3 types de réponses. La première, elle est d'ordre stratégique. C'est d'essayer de répondre aux questions posées par Raymond Soubi. C'est de donner du sens. Tous les travaux que font la majorité des entreprises sur leur raison d'être, elles ne le font pas parce que c'était dans la loi Pacte, ils le font parce que ça correspond à un besoin. Les Américains appelaient ça purpose. Donc, trouver du sens, le bon équilibre entre les besoins des différentes parties prenantes, pas seulement les actionnaires, mais aussi les parties prenantes. Donc trouver et donner du sens, montrer l'utilité, pour reprendre le mot de Raymond Soubi. Ça, c'est le premier point. Et ça doit se faire à tous les niveaux de l'entreprise, avec plus de transparence, donc être moins corporate et être beaucoup plus terrain. Le deuxième point, et le ministre a fait allusion, c'est pas une surprise d'ailleurs, puisque c'est Jean-Dominique Sénard, enfin avec Sophie Thierry, qui ont fait ce rapport récent dans les Assises du travail, mais c'est que dans les entreprises, on voit bien que pour répondre à ces nouveaux besoins, il faut adapter les organisations. La réponse, elle est organisationnelle et managériale. Il faut beaucoup plus de proximité, parce que c'est là que ça se passe. Le télétravail, on va le résoudre, la gestion du télétravail, on va le résoudre sur le terrain. Il faut trouver le bon niveau entre l'autonomie et donner plus de responsabilités, donc en général décentraliser. Je pense qu'il y a des réponses à ces nouvelles aspirations. Si les gens ont besoin de sens, il faut leur donner localement, beaucoup plus près. Et puis la troisième réponse, c'est qu'est-ce que l'entreprise peut pour moi, c'est de travailler sur les sujets de formation et de développement professionnel. Et ça, je pense que... Voilà, alors la bonne nouvelle, c'est que sur ces 3 sujets, les entreprises y travaillent. Et la bonne nouvelle, c'est que les Français, alors si le travail est moins important, ils ont, ce que montrait le dernier baromètre de l'Institut de l'entreprise, ils considèrent aujourd'hui que l'entreprise est extrêmement structurante. C'est vraiment l'institution aujourd'hui en France qui est considérée comme la plus structurante. Donc si et il lui faut confiance là-dessus. Alors ils ont des attentes sur le bien-être au travail, pour reprendre... c'est pas le vocabulaire de Marie-Zéon, mais c'est un peu ce qu'il y a derrière aussi en partie. Je pense que à partir du moment où les entreprises ont besoin de remotiver, puisque l'engagement et la motivation est clé, eh bien, elles vont s'attaquer au problème, et je pense qu'elles ont la réponse et que les Français leur font confiance. Donc moi, je suis assez optimiste sur tous ces sujets. Juste avant, merci Pierre-André Chalendar, juste avant de passer la parole à Samuel Toile, je voudrais une réaction, mais assez rapide, d'Olivier Dussopt et de Marie-Lise Léon par rapport à ce que vient de dire Pierre-André Chalendar. Vous êtes sur la même ligne, après, si on a le temps, on y reviendra, mais juste une petite réaction pour... il a tenu de donner quelques lignes de force. Pour ce qui me concerne, je partage l'idée que la meilleure façon d'apporter des réponses sur les questions de conditions de travail et de bien-être au travail passe par un dialogue social de proximité. Tout à l'heure, j'ai évoqué très rapidement des questions d'organisation du temps de travail. Le gouvernement ne souhaite pas ouvrir, du point de vue législatif, administratif, réglementaire, un nouveau débat sur le temps de travail légal, mais nous savons qu'il est fixé, nous savons qu'il existe et que les choses peuvent être adaptées entreprise par entreprise. Par contre, chaque entreprise est libre d'organiser le temps de travail dans le respect de la loi comme elle le souhaite. C'est ce qui renvoie souvent au débat de la semaine de 4 jours. Mais c'est la démonstration que c'est dans l'entreprise que le dialogue social peut permettre d'apporter les bonnes conditions
et d'apporter les adaptations qui permettent de rendre un travail plus agréable, plus utile, plus intéressant et parfois moins pénible lorsqu'il s'agit d'un travail difficile à exercer. Et en matière d'organisation du temps de travail, ça peut aussi apporter des réponses en matière d'attractivité. Marie-Lise Léon, vous êtes... Non, vous avez l'air un peu sceptique. Non, je compléterai par effectivement les 3 éléments qui ont été pointés sont des éléments de réponse. Après, je pense que chaque entreprise, en fonction de sa taille, en fonction de sa structuration, nous, ce qu'on a remarqué, c'est aussi une difficulté à avoir des repères, notamment lorsque les centres stratégiques s'éloignent des lieux de travail. Donc quand on dit c'est au plus près du travail, ça veut dire que c'est très localement, ce qui peut poser, enfin en tout cas nous interroge notamment avec la réforme, je ne vais pas revenir sur les ordonnances, mais on voit qu'une ultra-centralisation du dialogue social peut poser des problèmes en termes de compréhension et d'appréhension de ce qui se passe sur le terrain, et la place des managers intermédiaires, elle est fondamentale. Je pense qu'on ne fera pas cette révolution du travail sans une révolution du management. Vous l'avez évoqué, un management par le contrôle aujourd'hui n'a plus aucun sens dans des entreprises où il faut être plutôt en soutien, en accompagnement. Et là encore, changer de lunettes, c'est aussi se dire accompagner les collaborateurs, c'est pas forcément uniquement remplir des tableaux Excel, quoi. Vous êtes d'accord avec ça, Samuel vous êtes patron vice-président du MEDEF, et puis vous êtes patron d'un groupe d'intérim actuel. Vous connaissez bien les territoires. Oui. Vous connaissez bien les PME. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Marie-Lise Léon, juste avant de répondre à la question sur l'avenir du travail? Oui. Alors, déjà, sur le sujet de l'avenir du travail, j'ai envie de renvoyer à l'intervention de notre président Patrick Martin, tout à l'heure dans son propos introductif. Il nous a lu un extrait d'une lettre que le pape a adressée aux entrepreneurs de France, et où il nous dit combien il estime que le rôle des entrepreneurs et des entreprises est important pour le bien commun. Et cette lettre nous a été lue intégralement dans la plénière précédente, et il disait en détail qu'au-delà du rôle, de la contribution économique de l'entreprise, c'est bien le rôle de l'entreprise d'employer, de donner du travail au plus grand nombre. Et c'est cette mission qui est confiée aux entreprises qui contribue à donner de la dignité à l'homme. Donc pour répondre à la question de est-ce que le travail est fini, est-ce que c'est la fin du travail, comme Raymond Soubi, je pense sans aller jusque-là, parce que on ne va pas jusqu'à la fin du travail. Non, mais c'est-à-dire que le travail reste une valeur cardinale et effectivement quelque chose de très important pour l'émancipation, pour permettre aux individus, pour la dignité humaine. C'est ça qui était rappelé dans le propos. Et donc évidemment, c'est quelque chose de très important que la sphère entreprise peut lui donner, d'où le rôle important de l'entreprise aussi dans la société. Alors après, par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, comme Marie-Lise Léon, je ne pense pas que la période Covid a été une simple parenthèse. Il s'est passé quelque chose de très profond et on en a encore évidemment les traces aujourd'hui. Mais finalement, je pense que c'est la place qu'occupe le travail dans la vie qui a évolué. On n'est pas... avant, effectivement, le travail pouvait être considéré comme une finalité. On travaillait parce que la fin, c'était de travailler pour gagner sa vie et répondre à ses besoins. Aujourd'hui, la plupart des Français, après cette période compliquée, estiment que dans la vie, il n'y a pas que le travail, il y a aussi réussir sa vie personnelle. Et donc réussir sa vie tout court, c'est réussir sa vie perso et sa vie pro. Et donc c'est la place du travail qui a évolué. Donc elle reste importante. L'étude qui a été rappelée, les 25% de Français qui considèrent le travail comme étant très important, ça ne veut pas dire qu'ils ne le considèrent pas comme important. Mais il y en a 58%, puisqu'on donne des chiffres, qui disent en fait, moi, ça me sert à me nourrir, à entretenir ma famille. Exactement. C'est juste pour gagner ma vie, quoi. Et ce qui est en détail de ça, effectivement, après ça rejoint le sujet du sens. Alors le sens, effectivement, on peut le définir de différentes façons. C'est quoi, pourquoi, quelle émotion ça procure. Je crois qu'en réalité, ce qui est attendu aujourd'hui, c'est effectivement il y a des questions autour du cadre de travail, des conditions de travail, du cadre de travail qui était avant considéré comme étant très important.
l'individualisation de la société fait qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant. Il y a une aspiration aussi à des émotions, à savoir ce que le travail me procure. Ça rejoint le sujet du sens. Est-ce que c'est utile? Est-ce que je travaille pour une entreprise engagée qui contribue aussi au sujet de la société? Et puis, le troisième point qui est fondamental, c'est la question de la reconnaissance. Et la reconnaissance, ce n'est pas que des sujets de salaire. C'est aussi, est-ce que dire merci, être utile, avoir un sentiment d'être reconnu dans ce que l'on fait. Et mais c'est aussi une question de salaire. Cas de travail. Rémunération. Oui, cas de travail, émotion et façon dont le travail est considéré dans ce que l'on fait, qui est un élément essentiel, mais la rémunération est évidemment un élément important, mais n'est pas unique dans le sujet. C'est juste, je ne sais plus si c'est vous ou c'est Maryse Léon qui a soulevé ça. Il y a une question managériale très importante. En fait, il y a besoin d'une révolution un peu aussi au sein des entreprises, non, Pierre Chalendar? C'est-à-dire qu'il faut que vous appreniez à gérer autrement que par des tableaux Excel. Je suis complètement en phase avec ça, et c'est un peu ce que je voulais dire. Les entreprises sont confrontées à un besoin de revoir leur organisation. Non, mais je pense que le besoin de formation le plus important, il est sur les managers de proximité. Ouais. C'est eux qui ont le changement le plus important à faire. Parce qu'en fait, ils doivent, eux, être responsabilisés pour apprendre à responsabiliser. Et c'est quand même pas toujours ce qu'on leur a demandé, historiquement. On est d'accord, c'est exactement. C'est pas ce que vous leur avez demandé. Vous leur avez demandé plutôt du reporting financier, statistique, et donc pas tellement managérial, non? On leur a pas suffisamment demandé le reporting, de faire du management local. Ouais, oui. On a eu tendance à centraliser, mais je pense que le mouvement inverse a commencé depuis quelque temps dans beaucoup d'entreprises, et ça donne de très bons résultats. Raymond Soubey. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit M. Chalendar, avec simplement une remarque, c'est qu'on ne fera pas évoluer le management de proximité si le management qui n'est pas de proximité, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça commence par la tête. Surtout ici. Bref, les têtes n'évoluent pas elles-mêmes. Tout à fait. Or, nous connaissons tous beaucoup d'entreprises, de fonctionnement d'entreprise. Ce n'est pas aujourd'hui, sauf exception, le souci premier des chefs d'entreprise. Alors là, je m'inscris en faux. Et en un sens, je le comprends, parce que le souci premier des chefs d'entreprise, il est ailleurs. Mais ça devrait être le souci second des chefs d'entreprise, en tout cas pour que le souci premier puisse être atteint. Je crois que c'est très important. Parce qu'en vérité, il faudrait... Parce qu'il me frappe aussi beaucoup qu'on n'a pas dit, c'est que beaucoup de jeunes, et je vais quand même répondre à la question à travers ça, beaucoup de jeunes ont envie de créer leur entreprise. Il y a plein d'études là-dessus, et beaucoup les créent, ou du moins essaient de les créer. Et donc, moi, je serai chef d'entreprise, que je suis d'ailleurs, je vais l'oublier pour un temps court. Je ferai en sorte que, j'allais dire, je donnerai l'impression, mais ce n'est pas bon, je donnerai aux gens que je recrute, aux cadres que je recrute, le sentiment qu'ils vont créer leur entreprise dans l'entreprise. Leur entreprise dans l'entreprise. Les intrapreneurs. Oui, et les infrapreneurs. Alors, les infrapreneurs de l'entreprise. Voilà. Et je crois que c'est très important. Et pour le faire, il faut quand même que les pontifs au-dessus, que je respecte, soient d'accord et l'acceptent. Et c'est en développant ce concept d'entreprise dans l'entreprise, je crois qu'on pourrait beaucoup avancer. C'est une piste. Rapidement, oui. Samuel Toile, après Maryse Léon, après Olivier Dussopt. Je voulais juste réagir sur la nécessité de formation de cette nouvelle modalité de travail qui nous sont proposées. C'est vrai que le travail à distance et le télétravail en particulier, qui a été mis en place de façon assez brutale pendant la période Covid, n'a pas permis d'adapter les modes de management. Et la plupart des dysfonctionnements que l'on constate, notamment sur les questions de productivité qu'on a partagées, c'est aussi en lien avec comment on fait pour créer le lien, continuer à suivre, confier ce que j'évoquais tout à l'heure dans la connaissance. Il y a la notion aussi de
d'autonomie, de responsabilité confiée dans le travail qui est fait à distance. Et donc ça, effectivement, les managers ne sont pas forcément complètement à l'aise avec ces nouvelles façons de manager. Il y aura des efforts à faire aussi de par les entreprises pour accompagner les cadres dans le management là-dessus. Et le deuxième point que je voulais évoquer, s'agissant de la grande démission qui a été évoquée tout à l'heure, il est clair qu'en France, on n'a pas eu de grande démission. En revanche, il ne faut pas nier le phénomène de fin de période Covid où il y a eu quand même beaucoup de changements de postes. Ouais. Il y a eu ce que je qualifie de grande rotation. Et cette grande rotation, elle existe parce que, tout simplement, on a eu une croissance très forte. Et à partir du moment où, entre offre et demande, il y a les salariés en ont profité. Les salariés ont profité cette fois-ci, mais ce n'est pas forcément négatif parce que certains d'entre eux étaient dans une situation où ils n'étaient pas forcément bien là où ils étaient. Ils ont fait le pas de changer d'entreprise et d'emploi pour du mieux, parce que ça correspondait mieux à leurs aspirations. Donc cette période où, et c'est la raison pour laquelle la flexibilité, d'ailleurs, les pays qui sont les plus flexibles sont les pays qui connaissent le taux de bonheur au travail le plus important. Parce que tout simplement, on peut changer de travail quand on n'est pas bien là où on est pour aller vers un emploi qui correspond mieux à ses aspirations. Marie-Lise Léon. Oui, je préciserai aussi, là où il y a le plus de flexibilité, c'est là où aussi il y a une très bonne sécurisation des salariés et une capacité aussi de les accompagner pour pouvoir justement faire face aux aléas, qu'ils soient choisis ou subis. Donc, je rebondirai sur l'aspiration auquel Raymond Soubi faisait référence, notamment chez les jeunes, mais je pense que c'est une aspiration que beaucoup de travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants ou agents de fonction publique, une aspiration à, je pense que le cœur de cette volonté de vouloir un peu mener, comme on l'entend, la façon dont on fait son travail, c'est une volonté d'avoir prise en fait sur son travail. Et on peut imaginer faire en sorte que chacun soit entrepreneur de sa propre activité dans l'entreprise. Donc ça, je laisse les chefs d'orchestre organiser tout ça. Mais nous, on a une proposition qui peut rejoindre ces préoccupations, c'est la question du dialogue professionnel. Le dialogue professionnel, c'est comment on prévoit dans l'entreprise des temps de discussion sur le travail. Et là, je ne vous parle pas de la place des organisations syndicales, puisque vous allez me suspecter de vouloir mettre notre nez là-dedans. La question n'est pas du tout une question de représentation collective. La question, c'est de pouvoir permettre d'avoir des temps utiles, d'investissement, en fait, de pouvoir faire en sorte que les salariés puissent avoir des moments pour parler, non pas des questions liées à leur conditions de travail ou la façon dont ils peuvent avoir ou pas de bonnes relations avec la hiérarchie, c'est de pouvoir parler concrètement du travail. Et toi, quand on est avec un collègue, de se dire, et toi, lorsque tu as tel problème, tu as telle panne sur telle machine, quand tu es sur telle ligne, comment est-ce que tu t'y prends? Lorsque tu as telle difficulté avec telle référence produit, comment est-ce que tu t'y prends? Ce sont des temps qui ont disparu petit à petit, avec des nouvelles modes d'organisation, qui avaient pour objectif ce qu'on appelle la chasse au temps mort, et qui ont asséché ce dialogue professionnel et le fait de pouvoir confronter et discuter du travail. Et ça, je pense que c'est fondamental pour pouvoir justement remettre en lumière les enjeux de travail et de pouvoir échanger avec ses pairs ou avec sa hiérarchie, ça peut être les deux. Et je pense que ça peut en plus avoir l'intérêt d'alimenter utilement le dialogue social, qui peut ensuite tirer les fils et essayer de trouver des solutions concrètes et collectives. Nous, c'est un mystère pour personne. On est les fervents défenseurs qu'il puisse y avoir un dialogue dans l'entreprise sur l'organisation du travail, parce que je pense qu'on est ici au cœur d'une métamorphose du travail qui ne trouvera des adaptations et des solutions que si ça fait l'objet de discussions dans l'entreprise. En 2016, je termine là-dessus, on avait fait une grande enquête sur le travail, ça s'appelait Parlons Travail, on a eu un peu plus de 200 000 répondants, donc ça commence à dater. Mais déjà à l'époque, 60% des répondants disaient qu'ils aimaient leur travail, qu'ils étaient attachés à leur entreprise, et
l'une des questions qui a suscité une des réponses les plus tranchées. À 97% des répondants ont répondu qu'ils voulaient plus et mieux participer aux décisions qui les concernent. Et je pense qu'avec le post-Covid, sens, et puis avoir de la prise sur le travail que j'effectue, je pense que c'est fondamental. On va rebondir là-dessus, mais j'ai une question quand même pour Olivier Dussopt. Aujourd'hui, quelle est la dernière statistique sur le nombre d'emplois vacants? Le nombre d'emplois vacants reste important, mais la DARES, qui est un des services d'analyse du ministère, montre qu'au cours des 2 derniers trimestres, le nombre d'emplois vacants diminue, qu'en tout cas les difficultés de recrutement des entreprises s'atténuent. Alors ça peut être une bonne nouvelle si on regarde le verre à moitié plein, dans la mesure où c'est moins de difficultés pour les entreprises dans le recrutement. Ça peut être aussi significatif d'une diminution des recrutements et donc d'une amélioration qui serait toute relative, et les tout derniers chiffres que nous avons vus peut-être plutôt dans ce sens-là. Par contre, quand on vient sur la question des emplois vacants, et ça fait le lien avec l'idée de la grande démission ou le débat autour de la grande démission. C'est pour ça que je vous demandais cette précision. Ça fait le lien. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui s'interroge parfois sur l'existence ou non d'une grande démission. On entend autour de cette tribune, dans nos échanges, que nous ne partageons pas de manière assez convergente ce principe-là. Et c'est d'autant plus vrai que nous sommes à un moment, en termes statistiques, où la part des Français âgés de 15 à 64 ans, c'est ainsi que l'INSEE travaille, qui est au travail, qui est en emploi, est la plus élevée depuis qu'on mesure. C'est-à-dire que l'indice a été créé en 1975. Cela fait presque 50 ans qu'on mesure le taux d'emploi dans notre pays. Nous sommes à 68,6% des Français de 15 à 64 ans qui sont en emploi. C'est un record que nous n'avons jamais atteint. Donc comment pourrions-nous dire qu'il y a une grande démission au moment où la part des Français en âge de travailler est la plus importante? Par contre, il y a une grande mobilité. Cela a été dit. Enfin, au demeurant, on a quand même toujours 3 millions de chômeurs. Hein. On a toujours 3 millions de chômeurs. Au-dessus de 7%. On est toujours à 7,1% et on essaye de porter un certain nombre de politiques sur la formation, sur l'insertion, sur les politiques de soutien à l'économie pour continuer à marcher vers le plein emploi. Et je ne suis pas sûr que le temps qui nous reste permette d'aborder la totalité du débat sur France Travail. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre la grande mobilité et l'aspiration à de nouveaux horizons, notamment lorsque le rapport de force entre celui qui recrute et celui qui cherche un emploi a été modifié du fait des tensions de recrutement, avec une grande démission qui n'existe pas, ce qui permet d'ailleurs d'acter ce qui me paraît aussi une autre convergence de nos échanges, le fait qu'il n'y a pas de fin du travail. Raymond Soubi l'a dit il y a un instant, le travail continuera, et ce qui, moi, me conforte plutôt dans l'idée que ceux qui, de manière minoritaire, on le sait désormais, annoncent ou plaident la fin du travail sont plutôt généralement ceux qui n'ont pas de problème de fin de mois et qui confondent parfois les deux. Le travail va rester un élément substantiel de notre existence et reste surtout le seul outil véritablement affirmé de production de richesse, donc de souveraineté, et à mes yeux, la meilleure façon de lutter contre la pauvreté. Oui. Et juste sur le nombre d'emplois vacants, à votre avis, il y en a combien qui n'ont pas envie de travailler? Ça, je ne sais pas le mesurer. Et je ne fais pas partie de ceux qui vont vous dire sur les presque 3 millions d'inscrits chez Pôle emploi, il y aurait X% de personnes qui ne veulent pas travailler. Je suis convaincu que personne n'est inemployable et que nous devons avoir des politiques d'inclusion et d'insertion pour ceux qui ont besoin d'aide et que nous devons aussi, à chaque fois que c'est nécessaire, avoir des règles plus incitatives et parfois plus dures pour ceux qui ne souhaitent pas aller vers le travail. Vous êtes inquiet parce qu'on a parlé tout au long de cet après-midi ici à la REF, des inquiétudes sur le front de l'emploi, justement. Vous trouvez, vous l'avez mentionné rapidement à l'instant. Est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une petite inversion? L'inversion n'est pas là, en tout cas pas aujourd'hui. Et d'ailleurs, le taux de chômage est passé de 7,2% au 4e trimestre 2022 à 7,1% pour les 2 premiers trimestres de l'année 2023. Et avec 2 éléments qui sont notables, mais parfois un peu étonnants. La création d'emplois au 4e trimestre 2022 a été 5 ou 6 fois supérieure à la prévision initiale de l'INSEE. La prévision de l'emploi pour le premier trimestre 2023 est très supérieure à la prévision de l'INSEE. Par contre, elle est plus conforme pour le 2e trimestre 2023. Et c'est un peu étonnant, je le disais, on l'a évoqué en aparté, parce que ces créations d'emplois ne s'inscrivent pas dans une logique d'augmentation de la productivité par tête, mais plutôt de baisse. Donc il y a des incertitudes qu'il faut regarder, et le contexte macroéconomique, la question de la croissance, les difficultés rencontrées par nos partenaires incitent à la prudence, mais pas encore à un constat d'inversion, et je ne souhaite pas que nous soyons amenés à le faire, bien évidemment. Merci Olivier Dussopt. Pierre-Jean Chenandard, il nous reste 3 minutes. Un petit mot rapide, juste un mot de conclusion, si vous avez soit une inquiétude, soit vous aviez une solution. Et non, je voudrais rebondir sur ce que disait Marie-Lise Léon sur
je crois que sur avoir du temps pour réfléchir sur ce travail, je crois que l'entreprise est par excellence aujourd'hui le lieu de socialisation. Et donc, ça doit devenir un lieu aussi d'épanouissement au travail. Hein, et donc, c'est pour ça que je suis personnellement assez réservé sur une utilisation trop importante du télétravail. Parce que comment est-ce que, si on ne peut pas réfléchir sur le télétravail, ça crée une absence de socialisation. Hein, et donc moi je pense que le collectif en prend un grand coup. Hein, ça renforce terriblement l'individualisme et donc la présence physique, elle permet ces échanges qui d'ailleurs, je pense, c'est pas seulement sur l'organisation du travail, ça va bien au-delà. C'est des échanges. Je crois que les lieux, les moments qu'on a de moins en moins de déjeuner, les moments où on peut parler au travail de beaucoup d'autres choses sont très utiles. Pour l'entreprise aussi, et pas seulement pour les salariés. Vous allez tous aller prendre un pot, oui. Il nous reste un petit mot, Maryse Léon, juste un petit mot, si vous aviez un mot de conclusion, une phrase. Je dirais qu'effectivement, on est sur une table ronde sur le travail, on ne peut quand même pas s'empêcher d'aller faire un petit tour du côté de l'emploi, donc je vois qu'on a quand même encore quelques efforts collectifs à faire. Non, je sais bien que c'était la question qui a été posée, mais comme quoi on est sur une matière qui je reste journaliste. Oui, voilà. Mais j'ai posé une question au ministre. Voilà, je pense que la question c'est vraiment de changer de lunettes et de se dire comment on peut regarder les enjeux du travail pour pouvoir, voilà, parce que ce sont des préoccupations qui parlent aux travailleurs et que ça constituent leur quotidien et qu'à un moment, comme ça a été dit, la question des équilibres des temps, de l'investissement et de la reconnaissance qui peut être attendue, ça fait partie maintenant intégrante de la façon dont les travailleurs observent leur investissement au travail. Raymond Soubi, 30 secondes. Nicolas est déjà monté sur scène. Après, il y aura Samuel Toile. Simplement pour dire que je suis optimiste. Parce que les difficultés actuelles des entreprises venant de ces sujets vont amener les dites entreprises qui sont exceptionnelles et les entrepreneurs, notamment en France, de prendre, mais ailleurs aussi, de prendre des mesures, des dispositions dont on a parlé, qui, à terme, feront que sur ce point-là, tout finira bien. Voilà. Ah, ben voilà. Tout finira bien. Un petit mot. Très jolie formule. Comme Raymond Soubi, je suis plutôt optimiste pour l'avenir. À court terme, un peu pessimiste sur l'évolution du taux de chômage, parce que effectivement la conjoncture est moins favorable, donc ça va détendre côté recrutement. On aura plus de capacité à trouver, mais c'est pas forcément une bonne nouvelle par ailleurs. Et plutôt optimiste pour la suite. Juste une petite réaction, 30 secondes sur le sujet de l'entreprise et la création d'entreprise. Oui, ici, on est dans une enceinte où on favorise l'entreprise et l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat aussi. Attention néanmoins aux statuts qui peuvent aller vers du moins-disant social. Je pense à l'auto-entreprise, entre autres. On ne va pas repartir dans un débat. Où aujourd'hui, il y a plus de 50% des auto-entrepreneurs qui sont payés en dessous du SMIC. Et avec un système social qu'il faut absolument qu'on arrive à maintenir aussi. Donc toutes les réflexions qu'on aura avec les partenaires sociaux dans le cadre de tous les travaux qui ont été menés jusqu'à présent avec les assises du travail et le calendrier à venir, moi je suis très optimiste sur une capacité à trouver les solutions pour tout le monde est très optimiste, ça finira bien comme l'a dit Raymond Soubi. Merci à tous, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup chère Edwige, merci Edwige Chevrillon, merci mesdames et messieurs d'avoir accepté l'invitation du MEDEF. On vous accompagne les uns et les autres afin de pouvoir poursuivre avec le prochain débat. Oui. Merci beaucoup pour votre participation. Petite information pour tout le monde. Et je pense à Samuel Tual qui est un passionné de sport et qui accompagne le sport également. Sachez que demain, une grosse surprise pour chacune et chacun pour notre dernière séquence autour de Paris 2024, autour de Tony Estanguet et d'Amélie Oudéa-Castéra et Dominique Carlac demain soir. Nous aurons le plaisir, en plus de parler des Jeux Olympiques, de vous offrir l'opportunité de participer aux Jeux Olympiques l'année prochaine, puisque le MEDEF vous offrira 10 packs pour assister aux épreuves sportives lors de JO Paris 2024. Il suffira
tout simplement d'être présent demain ici dans cette enceinte et durant la dernière séquence de déposer votre badge dans une urne et vous serez tiré au sort pour recevoir ces packs. La scène de l'engagement, notre deuxième scène, a pu reprendre sous le soleil cette fois. N'hésitez pas à les retrouver. Et puis tout de suite, on va poursuivre avec Marjorie Paillon et ses invités. Merci d'accueillir Éléonore Crespo, Michel Lévy-Provençal, Jérôme Stubler, notre ministre Jean-Noël Barrot, Arthur Mensch, Luc Julia et Georges-Olivier Raymond. Ils sont vos invités, on les accueille sur scène.